La Grèce reste au centre du jeu pour les investisseurs. Avant de partir à la plage, que faut-il faire, surtout si vous partez en vacances en Grèce? Frédéric Buzarret, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, spécialiste, on le rappelle, de la gestion, Dexia Asset Management. On va faire un petit point sur les marchés financiers en ce moment. Des marchés financiers qui vivent au rythme de la Grèce. Alors, ça pourrait être exotique, folklorique, sympathique. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'on passe à deux doigts du gouffre. C'est vrai, on est face à un problème qui à la fois est très compliqué et très simple. Très simple au sens où la dette grecque représente un montant qui est relativement faible par rapport à la taille de la zone euro, un montant qui est totalement gérable, mais qui est un problème avant tout politique, parce qu'il implique des transferts de richesses des pays du Nord, où se trouve l'épargne, vers des pays du Sud, où se trouve la dette. Ouais. Et qu'il faut se mettre d'accord à Bruxelles, il faut se mettre d'accord à plusieurs, et qu'il faut gérer dans l'urgence, comme souvent les marchés en fait sont beaucoup plus rapides que les politiques, et les marchés challenge en permanence les plans des politiques. Et on a l'impression en plus que ces pays du Sud, et en particulier la Grèce, ne jouent pas le jeu. En tout cas, c'est le reproche. Alors même s'il n'est pas perceptible toujours dans les médias, mais qu'on entend à Bruxelles, les Grecs ne veulent pas vraiment privatiser. Les Grecs ne veulent pas se mettre d'accord, faire une union nationale pour accepter un plan d'austérité. En clair, si l'opposition passe, elle pourra tout effacer. Et puis, les Grecs, ça ne se sait pas toujours, mais ne paient très peu d'impôts ou de taxes. C'est-à-dire qu'il y a tout un circuit au noir, et si vous voulez aller à l'hôpital, il faut verser une enveloppe. C'est des histoires vraies. Si vous voulez faire installer un compteur d'électricité, il faut aussi verser une enveloppe. Tout se passe au black. Vous avez raison, la Grèce a des pratiques qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'on peut attendre d'un pays membre de l'Union, et que c'est un peu une pratique culturelle qui a perduré, sur lesquelles on a un peu fermé les yeux. Et donc quand vous êtes habitué à ce genre de comportement et que finalement c'était sans conséquence, on peut comprendre qu'aujourd'hui le réveil est douloureux et qu'ils aient du mal à changer. Oui, et donc, à contrario, les pays qui doivent financer ça se disent c'est un fonds perdu parce que le système va perdurer, on va colmater une brèche, mais dans 6 mois, on aura la même. C'est pour ça qu'on est dans un rapport de force, de négociation, qui essaye de revenir en fait aux lettres de noblesse du pacte de stabilité, de dire on est prêt à aider un pays en difficulté en contrepartie d'efforts et d'engagements précis. Et c'est pour ça que ça se passe mal, c'est pour ça qu'il y a des frictions, c'est de la politique, c'est normal, il faut établir un rapport de force, mais c'est normal aussi que ça contrarie les marchés qui, eux, préfèrent les choses claires. Oui, parce que de temps en temps, on a l'impression que les deux mondes ne se parlent pas ou se renvoient la balle, c'est-à-dire que les marchés demandent aux politiques de faire le travail, et les politiques accusent les marchés de faire de la spéculation, d'exagérer ou de ne pas remplir leurs fonctions. La Grèce a avant tout un problème, vous avez raison, d'impôts. Les recettes fiscales rapportées au produit intérieur brut sont très faibles, moins de 10%. C'est à comparer avec une moyenne de l'Union qui est proche des 35%, et un pays comme le Pakistan est à peu près au même niveau de la Grèce. Donc il suffirait que la Grèce double ses recettes fiscales, et le problème serait résolu. Et le problème serait résolu au sens où elle aurait un excédent primaire qui permettrait de stabiliser la dette. Et c'est vrai que les Grecs n'ont pas joué le jeu, peut-être parce que, encore une fois, ils se disaient qu'ils ne risquaient rien. Et là, je pense qu'ils ont compris le sentiment d'urgence. Et maintenant, il faut espérer que ce plan sera appliqué et qu'on va avancer de façon constructive. Il faut rappeler une chose, c'est que ça donne un sentiment un peu de crise extrême. Mais quand on regarde la construction européenne, j'ai tendance à dire, se construit via des crises. Ouais. Cette fois-ci, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Exactement. Cette fois-ci, elle est peut-être différente. Mais rappelez-vous, en 1993, on avait eu le système monétaire européen qui avait globalement explosé. L'Angleterre, l'Italie étaient sortis, on avait élargi les marges de fluctuation. 6 ans plus tard, on avait créé la monnaie unique. Si on vous avait posé la question en 93, est-ce que 6 ans plus tard, vous pensiez que les pays… Vous êtes d'un naturel optimiste, Frédéric, c'est bien. Vous dites dans 6 ans, on aura un ministre des Finances européen peut-être, et peut-être un système d'eurobond qui… En tout cas, le paradoxe serait peut-être que cette crise force… que les marchés forcent à aller vers plus d'intégration européenne,
vers du fédéralisme budgétaire et effectivement, pourquoi pas, un ministre des Finances européen. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux en tout cas. Un mot sur la sortie de la crise grecque, parce que vous dites, voilà, techniquement, il y a des moyens d'en sortir. On parle toujours de remettre au pot, de reflouer finalement les Grecs. Est-ce qu'on ne pourrait pas effacer une partie des dettes? Pourquoi est-ce qu'on écarte complètement cette option? Ça ne servira à rien aussi longtemps que la Grèce ne dégage pas un excédent primaire. Parce qu'en fait, au bout de 6 mois, on aurait recréé un stock de dettes. Donc techniquement, ça n'aurait aucun intérêt. L'excédent primaire, il faut rappeler, c'est hors paiement des charges. Est-ce qu'il reste un solde positif une fois qu'on a payé toutes les dépenses en dehors des intérêts? Est-ce qu'on est dans une logique vertueuse ou vicieuse? Exactement. Et si on prend par exemple, encore une fois, parce que trop souvent on fait des analogies dans les différents pays européens, l'Italie génère un excédent primaire. Et la France? Parce que souvent c'est une question aussi qui revient. Est-ce que le problème de la Grèce par rapport à ses voisins comme l'Italie ou la France, est-ce que c'est un problème de degré ou de nature, une différence de degré ou de nature? C'est une différence de degré et de nature. La dette française s'est accrue avec la crise, mais la dette française est sous contrôle. Après, tout dépendra du changement de majorité éventuel en 2012, parce que c'est souvent lors de changements de majorité qu'on a une inflexion sur une dette publique. D'accord. On va revenir à l'actualité des marchés un peu plus micro, avec une grosse bagarre dans les caddies, les rayons des hypermarchés entre Casino et Carrefour, qui se passe sur le sol brésilien. Est-ce que vous avez un pronostic sur l'issue de ce combat? J'aurais tendance à dire que Carrefour pourrait l'emporter. Je ne pense pas que Carrefour ait pu aller s'engager dans cette aventure sans avoir quand même une bonne certitude de pouvoir l'emporter. Donc arriver quand même à déverrouiller la position de Casino qui est forte, avec une position capitalistique et en termes de droit de vote, impact d'actionnaire, pensez qu'ils vont trouver un mécanisme pour détricoter ça? Je pense qu'ils peuvent y arriver. Et s'ils y arrivent, ce sera clairement très positif pour le cours de bourse. Et on a l'impression que le marché le valide déjà un peu. Oui, parce que le titre on a vu cette semaine un arbitrage déjà. Le titre a salué cette opération. Donc peut-être qu'on a des informations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, mais je ne pense pas que Carrefour soit parti comme ça, la fleur au fusil. Oui, c'est pas, en fait, vous ne dites pas, ça aurait été trop inconséquent d'y aller juste pour voir. Non, ils ont déjà suffisamment d'enjeux à régler aujourd'hui. Le cours de bourse est quand même sous pression. Attaquer un nouveau front avec le risque de ne pas l'emporter serait quand même très dommageable. Autre thématique qui était présente sur les marchés, c'est les introductions en bourse plus ou moins avortées. On a vu Verallia avec Saint-Gobain, 24 introductions depuis le début de l'année, mais on en attendait peut-être un peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment passer entre les gouttes en ce moment avec cette tôle ondulée. Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Ou est-ce qu'il y a un problème plus fondamental avec les actions? Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'à court terme, vous avez un sentiment qui était très négatif. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas sous la contrainte de vente, ce qui est le cas de Saint-Gobain, c'est mieux de revenir peut-être dans quelques semaines plutôt que de brader des actifs. Il y a effectivement un problème sur les actions, surtout de perception, puisqu'on voit qu'il y a un désintérêt qui est massif quand on prend les différents sondages. Les particuliers ne veulent pas revenir sur la bourse. Alors ça joue des deux côtés, parce qu'à côté, ils ont gagné beaucoup d'argent sur l'immobilier, et que la perception est que l'immobilier aujourd'hui est un actif insubmersible, et que l'assurance vie vous donne un taux de rendement garanti. Et de l'autre, la bourse qui a été catastrophique sur 10 ans. Et ça, le passé joue beaucoup. On a beau mettre dans tous les documents officiels que la performance passée ne doit pas présager de la performance future. Et dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. À la hausse comme à la baisse. Et on voit que si on fait des études historiques, les particuliers ont tendance à acheter la meilleure classe d'actifs qui a marché dans le passé. Ce qui n'est pas forcément celle qui va marcher dans l'avenir. Comme la pire classe d'actifs a été le marché action, aujourd'hui on délaisse le marché action. Alors qu'aujourd'hui, les fondamentaux des entreprises sont largement meilleurs que dans le passé. Et puis, il y a certains contre-exemples, c'est tout ce qui est high-tech. On voit l'envolée des prix. Alors, certains parlent d'une nouvelle bulle, mais l'introduction des LinkedIn, Zynga et autres qui font rêver. Oui, et quand on regarde la technologie qui a été le pire secteur, qui était à l'origine de la crise boursière de 2000-2001, finalement 10 ans plus tard, beaucoup de ces sociétés sont à des niveaux records et que finalement l'histoire qu'on avait anticipée s'est matérialisée. C'est vrai que ces sociétés en forte croissance font rêver et que c'est très facile de convaincre un investisseur qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui Facebook que oui, mais beaucoup se disent, on s'est déjà brûlé les doigts l'année dernière, enfin il y a 10 ans en fait, la première bulle, on risque de la même chose. Vous pensez que là c'est pareil, c'est un mauvais calcul parce que le passé ne présage pas de l'avenir et que cette fois-ci, cet Internet 10 ans après n'est plus le même?
Oui et non. C'est peut-être une réponse satisfaisante, une réponse de Normand. Il y a clairement une exagération en termes de valorisation. Et dans le même temps, on parle d'entreprises qui gagnent de l'argent. Il y a quand même, comme souvent, un secteur qui a connu une crise, met du temps à s'en remettre, mais c'est l'occasion de faire une révolution culturelle et d'éviter certains excès. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, si on reprend la psychologie, qui est vraiment quelque chose de très important sur les marchés et qu'il ne faut pas sous-estimer, si l'année 2011 finit sur une note positive, on aura donc 3 années consécutives de hausse. 2009, 2010, 2011. Ça veut dire que la profession pourra communiquer sur des performances positives sur 3 ans. Ça, c'est important, le marketing. Et c'est important parce que les gens sont sensibles à l'absolu, pas au relatif. C'est un peu le drame de notre profession. Quand le marché fait moins 25 et qu'on réussit à faire moins 22, on a rempli le contrat qui est de faire mieux que l'indice, mieux qu'un tracker, qu'un ETF. Mais il y a un moins de vent. Mais il y a un moins de vent. Et vous voyez que d'ailleurs, beaucoup de sociétés ont tendance à communiquer sur des chiffres qui justement montrent des chiffres positifs, des fonds flexibles par exemple, qui est le grand produit en développement, parce que ce sont des fonds qui avaient du cash et qui ont évité la baisse de 2008. Ça, c'est plus forcément adapté à la fin de l'année si on a 3 années consécutives de hausse. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une inertie du marketing qui fait qu'après, les choix d'investissement ne sont pas forcément les bons parce qu'il y a toujours un décalage. Disons qu'il y a une inertie du client et que derrière, le marketing, justement, doit essayer de s'adapter. Parce que si on fait un marketing qui est trop décalé, ça ne servira à rien par rapport aux clients. Un mot sur la thématique émergente. On continue à voir les grands groupes sortir leur carnet de chèques, Schneider, Capgemini qui rachètent ce qu'ils peuvent, même Renault qui parle de monter au capital d'Avtonas en Russie. Ça, c'est vraiment le relais de croissance pour nos groupes. Les pays émergents sont un relais de croissance et c'est aussi l'occasion d'essayer d'optimiser un petit peu le bilan. Les entreprises ont trop de cash au bilan. Ce cash est placé à 1 ou 2 %, alors que pour les 3/4 des activités industrielles, on a des rentabilités plus élevées. Donc une des façons de continuer à faire monter les résultats, c'est de jouer sur l'ingénierie financière. Quand on a du cash, réduire le cash, ou quand on n'a pas assez de dette, reprendre un peu de dette. Aujourd'hui, l'arbitrage crédit-action, le coût du crédit n'a jamais été aussi bas et le coût des fonds propres n'a jamais été aussi élevé. Mais alors ça devrait plaider justement pour une accélération à la hausse des marchés boursiers, parce qu'on devrait en effet s'endetter pour investir dans les actions. C'est vrai, sur le papier, en fait, quand on prend les fondamentaux, la valorisation, toutes les conditions sont réunies pour que la bourse monte. Et pourtant elle ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une prime de risque macroéconomique, parce qu'on voit qu'on a un contexte qui n'est pas facile, on a des enjeux avec des politiques économiques qui ne sont pas forcément adaptées, ou si on prend l'exemple des États-Unis, on ne peut plus agir sur la politique monétaire et on ne peut plus agir sur la politique fiscale. Et donc, il y a vraiment un peu une sorte d'impasse. Et le marché le voit et donc fait peser sur les marchés une prime de risque macroéconomique qui est liée à un manque de confiance dans la stabilité. C'est pour ça qu'il faut regarder de près, pas seulement les entreprises, mais tous les éléments qui contribueraient à stabiliser le système et à avoir une croissance plus pérenne. Aujourd'hui, le marché doute de la pérennité de la reprise. Donc tout élément qui va le conforter dans ce doute va diminuer la prime de risque. Va diminuer la prime de risque. Dernière question, Frédéric. Les actions que vous souhaitez vendre actuellement, que vous souhaitez acheter, est-ce que vous avez des cibles? Aujourd'hui, à court terme, on est contrariant. On a acheté des banques dans la baisse des marchés parce qu'encore une fois, le marché est trop négatif sur les banques et on a peur à court terme des valeurs cycliques. Donc on a une sorte, on appelle ça un barbell. On joue les banques au détriment des cycliques. Pour les prochains mois, ce n'est pas une stratégie très long terme, mais ça peut marcher dans les prochaines semaines. Et à côté, on a nos valeurs de fonds de portefeuille qu'on aime bien, qui sont des valeurs de croissance régulière. Donc par exemple, aujourd'hui, l'agroalimentaire est vraiment le segment qui remplit tous les critères. Vous avez à la fois de la croissance du chiffre d'affaires, entre 6 et 8%, une amélioration de la marge opérationnelle, des malgré les hausses des prix des matières premières. C'était la bonne surprise des chiffres du premier trimestre. On avait des craintes sur les marges de Danone et Nestlé. Ça n'a pas du tout été le cas. Et là aussi, on a vu que les contextes difficiles permettent de faire la distinction entre les bons et les mauvais acteurs. Unilever a déçu sur ces chiffres. Danone a surpris positivement. Et ces sociétés-là, encore une fois, ne sont pas liées à un pari macroéconomique. Je pense qu'aujourd'hui, chaque investisseur est différent, mais c'est quand même assez confortable ou pas confortable de construire son portefeuille en se disant je prends un scénario noir ou un scénario blanc. On peut très bien avoir un contexte économique qui est complètement une croissance faible mais pas non plus dramatique et que dans ce contexte-là, il faut faire des choix vraiment très individuels,
plutôt que de jouer des grandes thématiques. Aujourd'hui, je pense que c'est ça la question. C'est soit on joue les grandes thématiques, vous avez mentionné Schneider, les pays émergents, l'efficacité énergétique, on évite les secteurs qui sont en déflation comme les télécoms et les utilities, ou on joue des calls tactiques, racheter des banques, par exemple, aujourd'hui. Bon, eh ben, c'est clair. Merci beaucoup Frédéric Merci, de nous Thomas. avoir rendu visite. À bientôt.